cette réponse renferme également la proposition que nous voulons réfuter. En vérité, il n'y a aucune extermination du mal. La recherche psychologique, dans un sens plus strict, la recherche psychanalytique, montre tout au contraire que l'essence la plus profonde de l'homme consiste en motions pulsionnelles qui sont de nature élémentaire, qui sont identiques chez tous les hommes et tendent à la satisfaction de certains besoins originels. Ces motions pulsionnelles ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Nous les classons comme telles, elles et leurs manifestations en fonction de leur rapport avec les besoins et les exigences de la communauté humaine. Nous admettons que toutes celles qui sont condamnées par la société comme mauvaises, prenons par exemple l'émotion égoïste et cruelle, font partie d'émotions primitives. Ces motions primitives suivent le cours d'un long développement jusqu'à ce que leur activité manifeste soit permise chez l'adulte. Elles sont inhibées, dirigées vers d'autres buts et d'autres domaines. Elles fusionnent les unes avec les autres, changent d'objet, se retournent en partie contre la personne propre. Des formations réactionnelles contre certaines pulsions nous donnent l'illusion d'un changement du contenu de celles-ci, comme si de l'égoïsme provenait de l'altruisme et de la cruauté la pitié. Ce qui favorise ces formations réactionnelles, c'est que certaines motions pulsionnelles se présentent presque dès le début, par couple d'opposés, phénomène très remarquable, étranger à la conscience populaire et que l'on appelle l'ambivalence affective. Ce qu'il y a de plus facile à observer et à saisir par la pensée, c'est le fait qu'aimer avec force et haïr avec force se trouvent si souvent réunis chez la même personne. La psychanalyse ajoute à cela qu'il n'est pas rare que les deux motions affectives opposées prennent la même personne pour objet. C'est seulement après qu'un tel destin pulsionnel a été surmonté qu'émerge ce qu'on appelle le caractère d'un homme, et ce qui, comme l'on sait, ne peut être classé que très insuffisamment à l'aide des mots bons et mauvais. L'homme est rarement tout à fait bon ou mauvais, le plus souvent bon dans telle relation, mauvais dans telle autre, ou bon dans telle circonstance et dans telle autre franchement mauvais. Il est intéressant de constater que souvent la préexistence chez l'enfant de fortes motions mauvaises devient au premier chef la condition d'une orientation particulièrement nette de l'adulte vers le bien. Les enfants le plus fortement égoïstes peuvent devenir les citoyens les plus secourables et les plus capables de dévouement. La plupart des fanatiques de la pitié, des philanthropes, des protecteurs d'animaux, se sont formés à partir de petits sadiques et de bourreaux des bêtes. Le remaniement des pulsions mauvaises est l'œuvre de deux facteurs agissant dans le même sens, l'un interne et l'autre externe. L'influence exercée par les pulsions mauvaises, disons égoïstes, par l'érotisme, besoin d'amour de l'homme pris dans son sens le plus large, constitue le facteur interne. Du fait de la jonction des composantes érotiques, les pulsions égoïstes se changent en pulsions sociales. On apprend à voir dans le fait d'être aimé un avantage qui permet de renoncer à tous les autres. Le facteur externe est la contrainte imposée par l'éducation qui représente les exigences de la civilisation ambiante et qui est relayée par l'intervention directe d'un milieu civilisé. La civilisation a été acquise par le renoncement à la satisfaction pulsionnelle et elle réclame de chaque nouveau venu qu'il accomplisse le même renoncement pulsionnel. Au cours de la vie d'un individu s'opère une constante transposition de la contrainte externe en contrainte interne. Des influences de la civilisation, il résulte qu'une part toujours plus grande des tendances égoïstes se transforme grâce aux apports érotiques en tendances altruistes et sociales. On peut finalement admettre que toute contrainte interne qui se fait sentir dans le développement de l'homme n'était à l'origine, c'est-à-dire au cours de l'histoire de l'humanité, qu'une contrainte externe. Les hommes qui naissent aujourd'hui apportent avec eux, organisation héritée, une partie de la tendance, disposition à transformer les pulsions égoïstes en pulsions sociales. Tendance qui mène à bien cette transformation en réponse à de légères incitations. Une autre partie de cette transformation pulsionnelle doit nécessairement s'accomplir au cours de la vie elle-même. C'est ainsi que l'individu non seulement se trouve soumis à l'action de son milieu civilisé actuel, mais subit également l'influence de l'histoire de la civilisation ancestrale. En donnant à la capacité impartie à un homme de remanier ses pulsions égoïstes sous l'influence de l'érotisme le nom d'aptitude à la civilisation, nous pouvons dire que celle-ci se compose de deux parties, l'une étant innée et l'autre acquise au cours de la vie, et que le rapport que les deux ont entre elles et avec la partie restée inchangée de la vie pulsionnelle est très variable.
En général, nous avons tendance à accorder une trop grande valeur à la partie innée. De plus, nous courons le risque de surestimer l'ensemble de l'aptitude à la civilisation dans son rapport à la vie pulsionnelle, restée primitive. C'est-à-dire que nous sommes entraînés à juger les hommes meilleurs qu'ils ne sont en réalité. En fait, il existe encore un autre facteur qui trouble notre jugement et oriente le résultat dans un sens trop favorable. L'émotion pulsionnelle d'un autre homme échappe évidemment à notre perception. Nous les déduisons de ses actions et de son comportement que nous rapportons à des motifs issus de sa vie pulsionnelle. Une telle conclusion se révèle nécessairement erronée dans un grand nombre de cas. Les mêmes actions bonnes du point de vue de la civilisation peuvent une fois naître de motifs nobles, une autre fois non. Les théoriciens de l'éthique ne déclarent bonnes que les actions qui sont l'expression de motions pulsionnelles bonnes et refusent de prendre les autres en considération. Mais la société guidée par des desseins pragmatiques ne se soucie pas dans l'ensemble de cette distinction. Il lui suffit qu'un homme se conforme dans son comportement et ses actions aux règles de la civilisation et elle s'interroge peu sur ses motifs. Nous avons vu que la contrainte externe exercée sur l'homme par l'éducation et l'environnement provoque un plus vaste remaniement de sa vie pulsionnelle dans le sens du bien, un retournement de l'égoïsme en altruisme. Mais tel n'est pas nécessairement ou régulièrement l'effet de la contrainte externe. Éducation et environnement n'ont pas seulement à offrir des primes d'amour, mais œuvrent aussi à l'aide de primes d'une autre sorte, récompense et punition. Ils peuvent donc manifester une action telle que celui qui est soumis à leur influence se décide à bien agir du point de vue de la civilisation, sans que ce soit accompli en lui un ennoblissement des pulsions, une transposition des penchants égoïstes en penchants sociaux. Le succès sera en gros le même. Seules des conditions particulières pourront montrer que l'un agit toujours bien parce que ses penchants pulsionnels l'y obligent et que l'autre n'est bon qu'aussi longtemps et pour autant que ce comportement civilisé favorise ses desseins égoïstes. Mais une connaissance superficielle des individus ne nous donnera aucun moyen de distinguer les deux cas. Et notre optimisme nous entraînera certainement à surestimer singulièrement le nombre des hommes modifiés dans le sens de la civilisation. La société civilisée qui exige qu'on agisse bien sans se soucier du fondement pulsionnel de l'action a ainsi fait qu'un grand nombre d'hommes obéissent à la civilisation sans suivre en cela leur nature. Encouragée par ce succès, elle s'est laissée entraîner à pousser les exigences morales aussi haut que possible et ainsi elle a forcé ses membres à s'éloigner encore davantage de leur constitution pulsionnelle. Ceux-ci sont maintenant contraints à une constante répression pulsionnelle et la tension qui en résulte se traduit par les phénomènes de réaction et de compensation les plus remarquables. Dans le domaine de la sexualité, où une telle répression est le moins réalisable, cela conduit ainsi aux manifestations réactionnelles des affections névrotiques. Dans les autres domaines, la pression exercée par la civilisation n'entraîne certes aucune conséquence pathologique, mais elle s'exprime dans des déformations du caractère et dans la disposition permanente des pulsions inhibées à faire irruption vers la satisfaction si l'occasion s'en présente. Celui qui est ainsi obligé de réagir constamment dans le sens de prescriptions qui ne sont pas l'expression de ses penchants pulsionnels vit, psychologiquement parlant, au-dessus de ses moyens et mérite objectivement d'être qualifié d'hypocrite, qu'il ait ou non pris clairement conscience de cette différence. Il est indéniable que notre civilisation actuelle favorise dans des proportions extraordinaires le développement de cette forme d'hypocrisie. On pourrait aller jusqu'à affirmer qu'elle repose sur cette hypocrisie et serait forcée de consentir à des transformations en profondeur si les hommes entreprenaient de conformer leur vie à la vérité psychologique. Il y a ainsi incomparablement plus d'hypocrites de la civilisation que d'hommes authentiquement civilisés, et même on peut se demander si une certaine part de cette hypocrisie n'est pas indispensable au maintien de la civilisation, parce que chez les hommes vivant aujourd'hui, ce qui est déjà organisé en fait d'aptitude à la civilisation ne suffirait peut-être pas à obtenir ce résultat. D'autre part, le maintien de la civilisation, même sur une base aussi discutable, permet d'espérer que chaque génération nouvelle frayera la voie à un remaniement pulsionnel continu, porteur d'une civilisation meilleure. Les discussions précédentes nous apportent déjà une première consolation. Notre affliction et notre douloureuse désillusion provoquée par le comportement non civilisé de nos concitoyens du monde durant
cette guerre était injustifiée. Elle reposait sur une illusion à laquelle nous nous étions laissés prendre. En réalité, ils ne sont pas tombés aussi bas que nous le redoutions, parce qu'ils ne s'étaient absolument pas élevés aussi haut que nous l'avions pensé d'eux. Que les grandes individualités humaines, les peuples et les États aient laissé tomber les uns à l'égard des autres, les restrictions d'ordre moral, c'est ce qui les a incités de façon bien compréhensible à se soustraire pour un temps à la pression exercée par la civilisation et à accorder une satisfaction transitoire à leurs pulsions réfrénées. Il est vraisemblable que leur moralité relative, en vigueur au sein de leur propre nation, n'en a subi aucun dommage. Mais nous pouvons nous faire une idée plus profonde de la transformation que la guerre révèle chez nos anciens compatriotes et trouver là un avertissement de ne commettre aucune injustice envers eux. C'est que les développements psychiques possèdent une particularité qui ne se rencontre dans aucun autre processus de développement. Quand, en grandissant, un village devient ville, un enfant devient homme, village et enfant se résorbent alors dans la ville et dans l'homme. Seul le souvenir peut reporter les anciens traits sur la nouvelle image. En réalité, les formes, les matériaux anciens ont été supprimés et remplacés par de nouveaux. Il en va tout autrement pour un développement psychique. La seule façon de décrire cet état de choses, à nul autre pareil, c'est d'affirmer que tout stade antérieur de développement subsiste à côté du stade ultérieur né de lui. La succession implique une coexistence, bien que toute la série des transformations découle des mêmes matériaux. L'état psychique initial peut bien des années durant ne pas se manifester. Il n'en subsiste pas moins, tant et si bien qu'il peut un jour redevenir la forme d'expression des forces psychiques, voire la forme unique, comme si tous les développements ultérieurs avaient été annulés, ramenés en arrière. Cette extraordinaire plasticité des développements psychiques n'est pas illimitée quant à sa direction. On peut la désigner comme une capacité particulière au retour en arrière, régression, car il peut arriver qu'un stade ultérieur et plus élevé du développement qui a été abandonné ne puisse pas être de nouveau atteint. Mais les états primitifs peuvent toujours être réinstaurés. Le psychique primitif est au sens le plus plein impérissable. Les maladies dites mentales créent nécessairement chez le profane l'impression que la vie mentale et psychique est la proie de la destruction. En réalité, la destruction ne concerne que des acquisitions et des développements tardifs. L'essence de la maladie mentale, c'est le retour à des états antérieurs de la vie affective et de la fonction. Un remarquable exemple de la plasticité de la vie psychique est donné par l'état de sommeil auquel nous aspirons chaque nuit. Depuis que nous nous entendons à traduire des rêves, même extravagants et confus, nous savons que lors de chaque endormissement, nous rejetons loin de nous notre moralité péniblement acquise, comme un vêtement que nous remettons le matin. Ce déshabillage est naturellement sans danger, parce que paralysés par l'état de sommeil, nous sommes condamnés à l'inactivité. Seul le rêve peut nous renseigner sur la régression de notre vie affective, à l'un des tout premiers stades de développement. Ainsi, il est remarquable, par exemple, que tous nos rêves sont dominés par des motifs purement égoïstes. Un de mes amis anglais défendit ce point de vue en Amérique, devant une assemblée savante, sur quoi une des dames présentes lui fit remarquer que cela pouvait bien être vrai pour l'Autriche, mais qu'elle était en mesure d'affirmer qu'elle-même et ses amis éprouvaient aussi en rêve des sentiments altruistes. Mon ami, bien qu'étant lui-même de race anglaise, se vit obligé, s'appuyant sur sa propre expérience d'analyse des rêves, de contredire énergiquement la dame. Dans ses rêves, la noble américaine est tout aussi égoïste que l'autrichienne. Ainsi, le remaniement pulsionnel sur lequel repose notre aptitude à la civilisation peut, lui aussi, être ramené en arrière, de façon durable ou transitoire, par les interventions de la vie. Sans aucun doute, les influences exercées par la guerre sont au nombre des forces capables de produire un tel retour en arrière, et c'est pourquoi nous n'avons pas à considérer comme inaptes à la civilisation tous ceux qui actuellement ne se comportent pas en hommes civilisés, et il nous est permis d'espérer qu'en des temps plus tranquilles, l'ennobissement de leur pulsion se rétablira. Mais il est chez nos concitoyens du monde un autre symptôme qui ne nous a peut-être pas moins surpris et effrayés que l'abaissement si douloureusement ressenti de leur grandeur morale. Je veux parler du manque de jugement qui se manifeste chez les meilleures têtes, de leur obstination, de leur inaccessibilité aux arguments les plus convaincants, de la crédulité qui leur fait accepter sans esprit critique les affirmations les plus contestables.
Cela donne assurément un triste tableau, et je veux affirmer bien haut que nullement aveuglé par le parti pris, je ne trouve pas ces errements intellectuels seulement dans l'un des deux camps. Mais ce phénomène est encore plus aisé à expliquer et beaucoup moins préoccupant que celui sur lequel nous nous sommes expliqués précédemment. Des moralistes et des philosophes nous avaient appris depuis longtemps que nous avons tort de considérer notre intelligence comme une force autonome et de ne pas voir combien elle dépend de la vie affective. Notre intellect ne pourrait travailler de façon sûre que soustrait à l'action de fortes motions affectives. Dans le cas contraire, il se comporterait simplement comme un instrument entre les mains d'une volonté et il produirait le résultat qu'elle a changé d'obtenir. Les arguments logiques seraient sans pouvoir contre les intérêts affectifs, et c'est pourquoi la lutte à coups de raison, ces raisons qui, selon le mot de Falstaff, sont aussi communes que des murs, et dans le monde des intérêts si stérile. L'expérience psychanalytique a encore renforcé, si possible, ces assertions. Elle peut montrer tous les jours que les hommes à l'esprit le plus aiguisé se comportent soudain avec aussi peu de jugement que des simples d'esprit, dès que le jugement qu'on attend se heurte en eux à une résistance affective, mais qu'ils se retrouvent aussi toute leur compréhension dès que cette résistance est surmontée. L'aveuglement dont cette guerre a comme par un charme frappé la logique de nos concitoyens, souvent et précisément les meilleurs, est donc un phénomène secondaire, consécutif à l'excitation affective et destiné, espérons-le, à disparaître avec elle. Si de cette manière nous comprenons de nouveau nos concitoyens, qui nous étaient devenus étrangers, nous supporterons beaucoup plus facilement la désillusion que nous ont réservée les peuples, ces grands individus de l'humanité, car nous pourrons n'avoir à leur égard que des exigences beaucoup plus modestes. Peut-être ces peuples répètent-ils le développement des individus et se présentent-ils à nous aujourd'hui encore à des stades très primitifs sur la voie de l'organisation de la formation d'unités supérieures. C'est pourquoi le facteur éducatif de contrainte externe agissant dans le sens de la moralité est encore à peine décelable chez eux, alors que nous le rencontrions si efficace chez l'individu. Nous avions certes espéré que l'impressionnante communauté d'intérêts née de l'échange et de la production aurait pu être à l'origine d'une telle contrainte, mais il semble que les peuples obéissent pour l'instant beaucoup plus à leurs passions. Ils mettent en avant leurs intérêts pour pouvoir trouver des raisons à la satisfaction de leurs passions. Pourquoi, à vrai dire, les individus peuples se méprisent-ils, se haïssent-ils, s'abhorrent-ils les uns les autres, même en temps de paix? Et pourquoi chaque nation traite-t-elle ainsi les autres? Cela certes est une énigme, je ne sais pas répondre à cette question. Dans ce cas, tout se passe comme si, dès lors qu'on réunit une multitude, voire même des millions d'hommes, toutes les acquisitions morales des individus s'effaçaient, et qu'il ne resta plus que les attitudes psychiques les plus primitives, les plus anciennes et les plus grossières. Seuls des développements ultérieurs pourront peut-être apporter quelques modifications à ce regrettable état de choses. Mais un peu plus de sincérité et de franchise de tous côtés dans les relations des hommes entre eux et dans les rapports entre les hommes et ceux qui les gouvernent pourrait également aplanir les chemins de cette transformation.